Superbe Aretha Franklin, elle m'a mis ce matin une de ses pêches. Bonjour à tous, astrophysiciens, astrophysiciennes, gardons des étoiles plein les yeux. We think. Réfléchissons à nos libertés, comment les veut-on dans cet après qui arrive, comment les vit-on alors qu'elles sont aujourd'hui pareillement bafouées. Chanson de 1968, Aretha Franklin, merci, merci, merci. Je vous emmène aujourd'hui sur la Lune et on se retrouve nous aussi en 1968 à bord de Apollo 8 avec William Anders, Jim Lowell et le commandant Frank Borman qui pour la première fois de l'humanité vont passer derrière la Lune. Messieurs, dames, astrophysiciens, astrophysiciennes, bienvenue. Nous allons sur la Lune. God, look at that picture over there. There's the Earth coming up. Wow, is that pretty? Hey, don't take that. It's not scheduled. Hey, don't take that. It's not scheduled. You got a color film, Jim? Hand me a roll of color, quick. Oh, man, that's great. Where is it? Quick. Oh, man, that's great. Where is it? Quick. It's out here. Just grab me a color. It's out here. A color exterior. Donc, magnifique photo réalisée par William Anders lors de cette mission Apollo 8. Cette image est connue aujourd'hui sous le nom de Earthrise, le lever de terre. Elle fera dire à William Anders que nous sommes allés jusqu'à la Lune et finalement ce que nous avons réellement découvert, eh bien, ce n'est rien d'autre que la Terre, cette Terre fragile au milieu de ce noir, cette petite bille bleue qui abrite notre humanité et toute la vie que nous connaissons à ce jour dans l'univers. C'est une image mythique de la science, peut-être de l'humanité. Certains prétendent que cette image, c'est le début de la conscience écologique, cette petite terre bleue que nous devons choyer pour pouvoir nous y habiter. Alors la Lune, notre Lune, c'est un satellite naturel de la Terre, en ce sens qu'elle orbite autour de la Terre. En ce sens, on l'appelle un satellite. Elle est environ 4 fois plus petite que la Terre. On se rappelle que la Terre a un diamètre de 12 800 km. La Lune, elle, a un diamètre d'environ... c'est juste 3 500 km. 21 juillet 1969, premier pas de l'homme sur la Lune avec Neil Armstrong. C'est un petit pas pour l'homme, un bond de géant pour l'humanité. On en reparlera. Même si, quelques 17 ans avant lui, Tintin, Haddock, professeur Tournesol et quelques autres, dont Milou, sont arrivés sur la Lune. Ça aussi, on en parlera quand on parlera de la conquête spatiale. Notre Lune, magnifique, on y voit des cratères, on y voit ce que nous appelons encore aujourd'hui des mers. Bien sûr, il n'y a pas d'eau dans ces mers-là, même si, je vous en parlerai, on sait aujourd'hui qu'il y a de l'eau sous forme de glace sur la Lune. Donc ces cratères portent tous des noms de scientifiques, des noms de philosophes grecs. On voit ici Aristote, Platon, Copernic, Aristarque, etc. Toute une série de cratères qui portent des noms. On les a nommés pour pouvoir les reconnaître et connaître la géographie de cette Lune. Et de même, on y voit des mers, des océans, la mer de la Tranquillité ici, où Apollo 11 s'est posé en 1969, mer des Nuées, etc. Différents noms qui portent donc le nom de mer ou d'océan. Pourquoi ? Parce que Galilée est toujours lui, début du XVIIe siècle, 1608, 9, 10, il commence à pointer sa toute fraîche lunette vers le ciel, et en particulier vers la Lune, il commence à la représenter, à la dessiner, et bien sûr, d'un point de vue très anthropocentré, c'est-à-dire centré sur ce que nous connaissons, nous, humains, hommes, il se dit, ces taches sombres doivent être des mers, des océans. Donc il les nomme mers et océans, alors même que, bien sûr, on l'a compris aujourd'hui, il n'y a nullement de l'eau dans ces mers et ces océans. Donc ici, on a des dessins de Galilée de l'époque, on est en 1610 environ, où il va nommer ces taches sombres du nom de mer et d'océan. Donc effectivement, on constate que sur la Lune, il y a des cratères qui sont autant d'impacts de météorites qui sont tombés sur la Lune. Et d'ailleurs, merci à la Lune, car sans cette petite Lune-là, peut-être que certains de ces météorites seraient tombés directement sur la Terre. Donc elle agit un petit peu comme bouclier. Mais on remarque aussi donc sur cette Lune qu'il y a des taches plus sombres
ou qui sont exempts, où il n'y a pas de météorites, ou pas de cratères, pardon. Et là, ces taches-là, on les appellera donc mer et océan. Il y a une face visible de la Lune, une face cachée de la Lune. Ici, on voit la face cachée, c'est-à-dire la face qui est du côté opposé à la Terre, celle qui s'offre à qui s'ouvre vers le système solaire. Donc beaucoup plus de cratères ici, on le remarque. Mais pourquoi donc y a-t-il une face cachée de la Lune si nous avons la Terre ici? Que la Lune se trouve là, il y a donc une partie visible depuis la Terre qui est la partie jaune. Or, la Lune tourne autour de la Terre, elle tourne aussi sur elle-même. Ces deux vitesses sont exactement synchronisées. Ainsi donc, quand la Lune aura avancé sur son orbite, elle se sera également tournée et elle nous présentera toujours cette même partie visible depuis la Terre, toujours ici en jaune, et ainsi de suite. Résultat des courses, il y a donc une face que jamais nous ne pouvons voir, qu'on appelle la face cachée, et sur laquelle on ne sait même pas ce qu'il se passe. Alors la Lune tourne autour de la Terre, la Lune tourne autour de la Terre sur une orbite qui à nouveau est elliptique. Donc nous avons ici la Terre là au milieu qui tourne sur son axe, axe qui est orienté avec une petite obliquité de 23 degrés, nous en parlions déjà précédemment. Ici sur la droite on voit les rayons du soleil qui arrivent, ainsi donc la partie éclairée de la Terre où il fait jour, c'est la partie droite ici qui s'offre aux rayons du soleil. La partie gauche est dans l'ombre car bien sûr les rayons du soleil venant ici de la droite ne peuvent pas atteindre cette partie. Pour la Lune, il en est de même. Si je prends cette Lune qui est ici, cette Lune qui est là, la partie droite qui s'offre aux rayons du soleil sera éclairée, la partie gauche ne sera pas éclairée. Il en va de même pour toutes les petites lunes qu'on a représentées tout au long de l'orbite de la Lune ici. Qu'est-ce qui va donc se passer si je prends cette Lune ici? Cette Lune, toute la partie droite est éclairée par les rayons du soleil. Moi qui me trouve sur la Terre ici, sur la partie nuit de la Terre, je vais donc voir toute la partie éclairée de la Lune et ainsi donc, je verrai une phase de la Lune qui est la pleine Lune. Si par contre la Lune se trouve de ce côté-ci, la partie éclairée de la Lune est du côté opposé à ce que moi, terrien, je peux voir. Ainsi donc, ce que je vais observer de la Lune, c'est rien du tout, ce qu'il y a ici dans le carré bleu, rien du tout. On va parler de la nouvelle Lune et ainsi donc je peux expliquer les phases de la Lune. Donc pour chaque position de la Lune autour de la Terre, comme les rayons du Soleil vont éclairer toujours une demi-portion de la Lune, selon où se trouve la Lune sur son orbite, je vais avoir une partie éclairée et donc une phase visible depuis la Terre qui sera ici par exemple un premier quartier. Je vois que la partie éclairée de la Lune sur son orbite est la partie droite et moi depuis la Terre je vais donc voir cette partie droite éclairée. Ainsi donc on peut expliquer les phases de la Lune par cette rotation de la Lune autour de la Terre. On peut donc avoir de la pleine Lune à la nouvelle Lune, une Lune gibbeuse, un premier quartier, dernier quartier, premier croissant, dernier croissant. Donc voilà comment on explique les phases de la Lune autour de la Terre. Parfois, cette Lune devient rousse. On parle de la Lune rousse, de la Lune rouge. Ceci se produit lors des phénomènes de l'éclipse de Lune. Et ça, je vous en parlerai de manière plus approfondie quand on parlera des éclipses de Lune et éclipses de Soleil. Voilà, on est allé sur la Lune. 1969, on y est allé à plusieurs reprises. 6 missions Apollo se sont posées sur la Lune, dont ici Buzz Aldrin avec Apollo 11. Oui, il y a un petit fake sur cette image. On parlera aussi un petit peu de cette tourmente. Est-ce qu'on est vraiment allé sur la Lune? Vous imaginez bien mon avis. Néanmoins, j'en toucherai un mot quand on parlera de la Lune. We're now in the approach phase. Everything looking good. Allons sur la Lune. Altitude 4200. Houston, you're a go for landing, over. Altitude 4200. Houston, you're a go for 40 landing, feet down, 2.5. Picking up some dust. 20 feet down, 2.5. 30 feet, 2.5 down. Straight shadow. 30 feet, 2.5 down. 4 forward. Straight shadow. 4 forward. Drift into the right level. 6. 4 forward. Down a half. To the right level. 30 seconds. Forward. Just Down a half. Good. 30 seconds. Forward. Voilà, là nous sommes dans Apollo 11 qui cherche à se Contact right. poser sur Tranquility Base here.
The Eagle has landed. Qui dirige son module That's one small step un for man, touchdown ici, et puis ces photos mythiques. giant Ça, leap for c'est Buzz Aldrin. mankind. On verra plus tard que Neil Armstrong a très peu de photos de lui, même si, si on l'a vu dans le reflet du casque de Buzz Aldrin, on voit Neil Armstrong, très peu de photos de Neil Armstrong sur la Lune. Apollo, on a ramené énormément d'échantillons de la Lune, plus de 300 kg de roches, dont ici la Genesis Rock. Et ça nous a permis de comprendre le scénario, le modèle qui peut expliquer la naissance de la Lune. On aurait eu ici, en gros, la Terre, la proto-Terre, il y a quelques milliards d'années, et un énorme météorite qui s'appelait Theia, qui serait venu percuter la Terre. Ainsi, en phase 2, on aurait eu l'impact. Et plein de déchets se seraient mis en orbite autour de la Terre pour former plus tard encore la Lune. Comment peut-on imaginer cela ? Eh bien, en comparant les matériaux formant la Lune, les matériaux formant la Terre, on peut comprendre qu'il y a une origine commune au vu de la similarité de ces roches. Ainsi donc, ce scénario, ce modèle de la création de la Lune, de l'apparition de la Lune ici autour de la Terre, c'est celui aujourd'hui retenu par les scientifiques. Aujourd'hui, on commence à reconquérir la Lune. Ici, on a un petit robot chinois qui est arrivé sur la Lune, sur la face cachée de la Lune. Ainsi donc, dès que Trump a compris que les Chinois s'intéressaient à la Lune, il a tout de suite annoncé le retour des Américains sur la Lune en 2024 déjà. Et ainsi donc, on a plein de nations et aussi de privés, avec SpaceX notamment, de Elon Musk, qui souhaitent retourner sur la Lune. Les Européens, nous, on souhaite faire un village sur la Lune, un village où les scientifiques pourraient faire une base avancée de l'humanité en direction de Mars peut-être prochainement. On vise aussi Mars, vous le savez. D'ailleurs, les Américains sont en train de chercher les astronautes pour leur programme Artemis, qui devrait aller prochainement sur la Lune et puis sur Mars. Voilà ce que je voulais vous raconter aujourd'hui au sujet de la Lune, parler un petit peu des phases de la Lune dues au fait que la Lune tourne autour de la Terre, parler de la formation de la Lune que l'on a comprise grâce au retour des échantillons lunaires amenés par les missions Apollo, parler de cette face cachée de la Lune due à la synchronicité des temps de rotation de la Lune autour de la Terre et de la Lune sur elle-même. Voilà. Messieurs, dames, n'hésitez pas à mettre des pouces bleus, n'hésitez pas à laisser des commentaires, à envoyer vos demandes avec grand plaisir. Gardez des étoiles plein les yeux, souriez et surtout, dansez. Yeehaw.